Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Allô, Donald Trump? On a fait ce truc ensemble, mais c'est en train de se retourner contre moi. S'il te plaît, est-ce que tu veux rentrer du G7 au Canada pour organiser un conseil de sécurité et décider sur ce que vous allez faire? Parce que nous sommes dépassés par les événements. C'est très compliqué. Depuis 3 jours, je n'ai pas bu de l'eau. Je suis dans un bunker, je suis en train de me cacher. Parce que les missiles iraniens sont d'une puissance terrible. Et ça tremble là. Ça détruit les quartiers. Ça fait effondrer les bâtiments. Les amis, c'est comme ça que Netanyahou aurait appelé Donald Trump. Le message est clair. Vous n'avez pas le monopole de violence. La violence que vous amenez chez nous, on peut vous amener ça 3, 4 ou 5 fois. Nous avons les capacités de le faire. Voilà le message qu'envoie l'Iran à Benjamin Netanyahou. Et Donald Trump a eu ce message. Il a aussi paniqué parce qu'il a pensé dès le début que Israël maîtrisait la situation. Il avait parlé de la suite des frappes qui seront maîtrisées et tout ça. Mais il se rend compte donc qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il avait pensé. Ils étaient toujours dans le mensonge. Et ils n'avaient pas toute l'idée de la capacité de l'Iran. Et l'Iran a déjà dit, nous allons toujours répondre. Nous n'allons pas attaquer les gens, mais nous allons répondre. Voilà donc l'Iran qui fait paniquer Benjamin Netanyahou. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'un jour, M. Netanyahou sera paniqué? Il va rester comme ça jusqu'à... Il commence à dire... Non, il est paniqué aujourd'hui parce que la brutalité qu'il aime imposer chez les autres, on lui amène ça chez lui. Et là, il est dépassé par les événements. Monsieur Netanyahou est paniqué, chers amis. C'est important, c'est très important d'envoyer aussi des signaux comme ça chez les autres qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence. Dans un développement sans précédent en termes d'ampleur et d'impact, Israël a subi l'une des frappes les plus violentes depuis le début de l'affrontement ouvert avec la République islamique d'Iran, lorsqu'un missile iranien est tombé en plein cœur de la ville de Bat Yam, causant d'énormes destructions, des dizaines de morts et de blessés, et provoquant un choc profond dans la rue israélienne, peu habituée depuis des décennies à un tel niveau de brèche, sécuritaire et militaire au cœur même de son entité occupante. Face à cet événement majeur, les dirigeants israéliens ont commencé à montrer des signes de confusion et de tension, visibles à travers les visites surprises de plusieurs hauts responsables israéliens sur le site de la destruction, en Pointe-Island, tête desquels le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Israël Katz, le ministre de la Sécurité nationale extrémiste Itamar Ben-Gvir et le président Herzog. Mais ce qui attire l'attention, c'est que la première apparition officielle de Netanyahou ne comprenait aucune déclaration directe, laissant la scène aux spéculations et aux médias, qui ont tenté de combler le vide par une exagération et une amplification de la situation, comme si quelque chose de grave avait atteint la stature de dissuasion sioniste. En réalité, le missile iranien qui a frappé Bat Yam n'était pas une frappe ordinaire, mais un choc psychologique et politique, avant même d'être une destruction matérielle, puisque les évaluations de l'armée d'occupation indiquent que sa tête, explosive, était inhabituellement massive, pesant plusieurs centaines de kilogrammes, causant la destruction d'un rayon de plusieurs dizaines de mètres et la projection d'éclats ayant atteint des appartements relativement éloignés du point d'impact. Ce n'est pas juste un bombardement, mais un message iranien de longue portée adressé à Israël et au monde. Nous avons la capacité de vous atteindre, non seulement symboliquement, mais aussi de manière destructrice et effective au cœur de vos colonies et de vos villes. Face au silence relatif de Netanyahou, le ministre de la Défense israélien Israël Katz s'est mis en avant avec des déclarations menaçantes, brandissant la poursuite des frappes contre des cibles iraniennes, affirmant que l'armée israélienne a mené des dizaines de raids sur Téhéran, allant même jusqu'à parler d'ordre d'évacuation générale en Iran, appelant les Iraniens à quitter des sites supposément liés aux infrastructures militaires, des ordres formulés en termes vagues permettant une large interprétation,
englobant non seulement les installations militaires, mais aussi les universités, les centres de recherche et les centrales énergétiques. C'est là le nœud du problème. Israël, qui s'est toujours présenté comme un État précis et ciblé dans ses réponses militaires, s'oriente désormais vers la généralisation et la confusion, ayant perdu l'initiative et n'étant plus capable de circonscrire sa banque d'objectifs. Elle menace maintenant de viser le régime à Téhéran sans en préciser le sens. S'agit-il des dirigeants politiques, des militaires ou des institutions vitales? Cela reflète davantage un état de confusion qu'une stratégie claire. Les déclarations israéliennes successives, notamment de Katz et Ben-Gvir, portaient une tonalité de provocation inédite, non seulement envers l'Iran, mais aussi visant à préparer l'opinion publique israélienne à une possible escalade incontrôlée, qui pourrait entraîner Israël dans un affrontement ouvert avec l'ensemble de l'axe de la résistance, et non uniquement avec l'Iran. En d'autres termes, Israël menace, certes, mais elle le fait depuis une position de victime, non d'initiatrice, depuis une position d'angoisse et de stupeur, non de contrôle et de maîtrise. Alors que Netanyahou se promenait sur le site de la destruction à Bat Yam, entouré de caméras et de bruit médiatique, les dirigeants iraniens observaient la scène avec calme, annonçant par la voix de la porte-parole du gouvernement leur disposition à tout scénario d'urgence, et délivrant des consignes claires aux citoyens pour se réfugier dans les écoles, les mosquées et les stations de métro. Ils assurent également qu'il n'y a aucun problème concernant l'approvisionnement en nourriture, médicaments et carburant. Des déclarations montrant le niveau de préparation psychologique et logistique d'une société qui sait qu'elle est menacée, mais qui ne montre ni panique ni capitulation. Sur le front opérationnel, l'armée iranienne a confirmé avoir abattu 44 drones israéliens au cours des dernières 24 heures seulement, un bilan qui prouve que les capacités défensives iraniennes sont devenues plus efficaces et plus précises que jamais. Par ailleurs, des sources iraniennes ont indiqué qu'Israël avait concentré ses récentes frappes sur la province d'Ispahan, considérée comme le cœur des industries militaires iraniennes, où se trouvent des installations de fabrication de drones, de missiles, ainsi que des centres de recherche du corps des gardiens de la Révolution et du ministère de la Défense, en plus de certaines cibles dans la province de Fars, notamment à Shiraz, liées à des usines de missiles. Mais malgré toutes ces frappes israéliennes, la riposte iranienne a été d'un tout autre calibre. Des missiles précis et à longue portée ont visé le cœur du Grand Tel Aviv, dépassant toutes les défenses israéliennes, franchissant le dôme de fer et les autres couches de protection, signalant une faille structurelle dans la doctrine sécuritaire israélienne fondée historiquement sur le principe de dissuasion et de frappe préventive, et non sur une défense passive en attente des frappes ennemies. La destruction à Bat Yam n'était pas symbolique, mais réelle et profonde. 6 morts, plus de 380 blessés, dont 8 dans un état critique, selon le ministère israélien de la Santé. De plus, les images diffusées par les médias israéliens, montrant des bâtiments effondrés, des quartiers endommagés et des citoyens hébétés, constituaient un choc pour une société qui n'a l'habitude de voir ces scènes qu'à Gaza, à Beyrouth ou à Damas, pas dans ses propres villes. Même l'Institut Weizmann, l'un des centres de recherche nucléaire et scientifique les plus importants d'Israël, n'a pas été épargné, des rapports signalant des dommages à certains laboratoires et installations internes. Ce n'est pas seulement une frappe militaire, mais un coup porté à la symbolique, au prestige scientifique et technologique israélien, si souvent mis en avant par l'Occident et ses médias. Dans ce contexte, Israël continue d'émettre des ordres d'évacuation généraux et vagues, sans identifier précisément les sites ou les villes concernées, une pratique inhabituelle pour une armée d'occupation qui se vantait autrefois de sa précision. Et la raison est évidente. La frappe iranienne sur Bat Yam a bouleversé les calculs, révélant que la prochaine phase ne ressemblera à aucune autre, et que Téhéran ne suit plus une politique de patience stratégique, mais est entré dans une phase de dissuasion mobile, ce qui peut signifier une réponse à chaque frappe et un affrontement ouvert au sol comme dans les airs. Plus important encore, le discours israélien évoque désormais Téhéran comme théâtre principal des opérations,
reflétant une angoisse existentielle chez les dirigeants sionistes quant à la transformation possible du conflit en une équation capitale contre capitale, une équation dans laquelle Israël n'a aucune perspective de victoire, et où le mieux qu'elle puisse espérer est de limiter les pertes. La menace de frapper les installations nucléaires iraniennes ne fait plus peur à personne, car les institutions sécuritaires iraniennes et les politiciens à Téhéran sont habitués à ce chantage, et ils se trouvent aujourd'hui dans une position de dissuasion, non de défense, surtout après que la dernière frappe ait réussi à ébranler l'image de l'État invincible. Ainsi donc, la scène devient de plus en plus complexe, et Israël montre des signes de faiblesse et de confusion, tandis que l'Iran avance avec confiance et sérénité, envoyant ses messages aussi bien par les missiles que par les déclarations, et se préparant à toute confrontation future avec une fermeté qui effraie ses ennemis. Les jours à venir révéleront davantage de vérité, mais il est désormais clair que l'équation... L'élément que vous voulez de suivre là, les amis, parle, explicite. Les temps sont tellement durs pour M. Netanyahou. La difficulté au peuple israélien. Je peux imaginer, parce que c'est un peuple qui est bien organisé, des supermarchés, l'eau minérale et tout ça. Ça se passe comment aujourd'hui? Ravitailler ces gens-là, c'est pas facile. Il faut braver les bombes, les décombres. Vous voyez, c'est très compliqué. Et je vous le dis encore, suivez bien mon regard. Quand on va parler de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, Netanyahou ou toute autre personne ne va jamais recommencer. Il dit jamais recommencer. Je pense qu'à partir de là, on aura une paix permanente au Moyen-Orient. Et que les Américains ont compris le message. Et Netanyahou aussi a compris le message parce que je pense que politiquement, ce monsieur est fini. C'est bon politiquement pour Netanyahou. Il n'y a pas autre chose. Il ne peut plus continuer. Il a tellement fait du mal au Moyen-Orient. Toutes les guerres là-bas, c'est lui. Les manipulations, la brutalité, tout ça, c'est lui. On lui demande de créer un État palestinien ou d'œuvrer pour la création d'un État palestinien. Oh, il ne veut pas. We can't do this. Il fait des démonstrations comme un professeur dans un amphi ou avec le tableau, avec un marqueur, il commence à écrire, voilà ce qui se passe, voilà. C'est ça. Vous allez arrêter votre bavardage inutile, M. Netanyahou. La vérité aujourd'hui est tout autre chose. The violence you wanted, you impose violence on others, now they're imposing violence on you. That's it. L'équilibre de violence, c'est important pour se respecter. Adongomi. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.